Ce matin, on va parler effectivement des responsabilités du conseil de fondation en matière de gestion des risques et de système de contrôle interne. Alors, ça a toujours été un petit peu des termes très nébuleux et puis pas beaucoup de monde s'y est toujours très intéressé. Alors, pour les fondations, tout ce qui est prévoyance, il y a quand même maintenant, on est aidé cette année parce qu'il y a une nouvelle directive, la CHSPP, qui parle justement de contrôle interne et qui met un petit peu en avant ce qu'il faut faire pour une fondation, pour une caisse de pension par rapport à ces deux thèmes, qui ont des fois été un petit peu oubliés. Enfin, imaginez-vous, si vous avez une petite caisse de pension, je peux bien imaginer que s'il n'y a qu'une seule personne, voilà, enfin, elle ne va pas non plus faire tout ce que vous voyez, ce qu'on fait nous chez Retraite Populaire pour nos caisses qui sont sous gérance, puisqu'en fin de compte, elles ont la chance. Oui, exactement. C'est un des points, ouais, la répartition des tâches. Ouais. C'est un des points. Et voilà, donc nous, effectivement, chez Retraite Populaire, on a la chance d'avoir un département. Alors, on est 3 personnes directement avec moi, mais indirectement dans Retraite Populaire, dans chaque division, il y a des gens qui sont correspondants risque, correspondants compliance et correspondants qualité, qui rapportent aussi au travers d'un comité de gestion des risques qu'on a institué ça de manière trimestrielle, qui lui alors est directement rattaché au conseil d'administration. Donc voilà les sujets que je vais aborder ce matin. Donc c'est les devoirs et les responsabilités. Donc ça c'est le titre de la présentation. On va parler des principes de gouvernance parce que vous verrez que c'est quand même bien lié. Hein, les deux notions, une bonne gestion des risques, ça participe à la bonne gouvernance d'une entreprise évidemment. Et le système de contrôle interne, il en découle. Cette fameuse directive 01/2021 de la CHS, donc la commission de haute surveillance, la prévoyance professionnelle, qui maintenant met vraiment clairement dit qu'est-ce qu'une caisse de pension doit mettre en place par rapport à son système de contrôle interne. Je ferai un petit parallèle parce que à la FINMA, donc tout ce qui était banque, donc toutes les banques étaient déjà bien avancées par rapport à ça, puisqu'elles avaient déjà des directives qui leur imposaient en fait ces éléments bien avant en fait les caisses de pension. Mais c'est un move normal en fait quand on arrive des banques à l'assurance et aux caisses de pension. Les responsabilités des gérants de caisses de pension, et puis on va passer au travers de l'exemple, j'ai dit, qu'est-ce que nous on fait pour nos caisses sous gérance en matière de gestion des risques et de système de contrôle interne. Et puis on va parler un petit peu de ce fameux rapport ISAE 3402, qui peut-être peut vous paraître un peu barbare, mais je vous expliquerai parce que c'est le Saint Graal en fait, du document qu'on va transmettre à nos caisses sous gérance pour leur montrer en fin de compte que on a dit qu'on avait des contrôles internes, qu'on les faisait et puis qu'ils existent et qu'on les fait correctement. Et évidemment, il y aura une place pour toutes vos questions, mais je pense que je propose que si vous avez des questions en cours de présentation, il faut m'interrompre sans autre. Hein. Donc voilà, les devoirs et les responsabilités. Donc la surveillance des risques, ça c'est une des tâches qui sont intransmissibles et inaliénables de l'organe suprême, donc du conseil de fondation. Ça, elle ne peut pas déléguer cette tâche-là. Après, comment elle va faire sa surveillance des risques? Évidemment, on ne va pas vous dire 1.1, point 2, point 3. Maintenant, pour surveiller les risques, il faut déjà les avoir identifiés normalement, il faut les avoir notés, il faut les avoir décrits, il faut les avoir évalués. Et puis, il faut faire ça pas qu'une seule fois. Hein. C'est un processus qui est continu dans le temps, donc c'est-à-dire que vous devez au minimum faire ça une fois par année en tant que conseil. Donc ce conseil de fondation, il est responsable de l'évaluation de la gestion des risques et ça c'est nouveau maintenant, de la qualité du système de contrôle interne. S'il y a un souci, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose par rapport au système de contrôle interne, on viendra forcément vers le conseil de fondation. Ça c'est clair. Il ne pourra pas dire « Ah mais non, je n'étais pas au courant, je ne savais pas ce qui se passait ». Ce n'est pas possible. Et puis, un bon fonctionnement de la caisse doit être évidemment basé sur une gestion des risques adéquate. Alors ça aussi, parce que quand on parle de gestion des risques, on peut créer des usines à gaz dans les entreprises et monter des départements entiers qui font que ça, puis plus personne ne va s'y intéresser, ça va parler à personne, et puis en fin de compte, on ne va même plus pouvoir l'utiliser. Ce qu'il faut être, c'est le plus pragmatique possible, et le plus simple, si je dirais possible, et adapté au fait à la structure qui est derrière. Et il y a quand même une déviance, effectivement, à partir dans des trucs juste incroyables, parce que dès qu'on prend la littérature basée là-dessus, on a des tonnes et des tonnes de choses.
À titre d'exemple, chez Retraite Populaire, qui est quand même assez grand comme institution, à mon niveau, on gère à peu près 8 ans de risque. Et pas plus, parce que ça serait juste pas possible, en fait. Et on utilise un logiciel en plus pour la gestion des risques. La gestion des risques, évidemment, elle se base sur, ça fait partie du respect, j'ai dit, de ces bonnes pratiques de bonne gouvernance. Puis les pratiques de bonne gouvernance, entre autres, je pense que vous savez qu'il y a un code suisse de bonne pratique où vous allez pouvoir trouver tous ces éléments-là, où il y a la répartition des tâches, la structure de l'organe, comment vous êtes organisé, la mise en place de mesures, la surveillance, la conduite. Ce que je voulais dire par rapport à ce code de bonne pratique, il a été revu, entre autres, l'année dernière. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des modifications alors, au niveau de la composition du conseil de fondation, des conseils d'administration, au niveau de la représentation féminine. Mais l'autre point qui a été modifié, c'est au niveau du système de contrôle interne, où on demande évidemment une documentation, qu'on prouve qu'il existe réellement. Et ça, maintenant, c'est vraiment ancré aussi dans ce code, ce qui ne l'était pas dans le passé. Donc la gouvernance, vous savez ce que c'est, c'est la manière de gérer une entreprise. On va regarder les éléments stratégiques, les aspects financiers, mais aussi tous les processus opérationnels. Ça ne veut pas dire que le conseil de fondation doit être un expert opérationnel de l'entreprise. Non, au contraire. Il doit toujours garder ce niveau stratégique et il doit s'appuyer sur des processus opérationnels qui fonctionnent. Poursuit l'objectif de reconnaître en amont et de limiter les risques potentiels dans les différents domaines. Alors c'est normal. La première chose en tant que membre d'un conseil de fondation, au niveau de la gestion des risques, vous devez dire mais quels sont les risques qui pourraient impacter mes objectifs stratégiques. Et ça, c'est important de partir de ce constat. Parce qu'en fin de compte, si vous ne partez pas de ce constat, vous allez potentiellement partir dans tous les risques possibles inimaginables qui peuvent impacter toutes les entreprises. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est ceux qui vont impacter vos objectifs stratégiques. Je veux avoir un degré de couverture de 110%, par exemple. C'est mon objectif stratégique. Et quels sont les risques qui peuvent impacter ça? Et c'est ça que je vais regarder. Alors, il y a des notions actuarielles derrière, c'est sûr, mais c'est ça que je vais regarder. Et je ne vais pas m'occuper des risques de la terre entière parce que c'est là où justement vous allez perdre, en fait, on va dire, la valeur ajoutée de cet exercice-là. Cette directive, donc, elle est sortie en 2021 et puis elle s'appelle Exigence de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles. Concurrence entre elles, je me permets juste de dire, c'est qu'il y a plusieurs employeurs qui peuvent venir dans la même institution. Par exemple, la CPEV chez nous, donc la Caisse de pension d'État de Vaud, n'est pas une caisse qui sera soumise à cette directive. La CIP, c'est la même chose. Profelia, par exemple, oui. C'est une caisse qui rentre clairement là-dedans et la Fondation de prévoyance également qui rentre dans le cadre de cette directive. Alors cette directive, elle a plusieurs chapitres, mais elle donne des prescriptions détaillées qui concernent le contrôle interne des institutions de prévoyance qui sont concernées. Et puis surtout, elle dit par rapport aux exigences en matière de contrôle interne, elle dit que l'organe suprême, donc le conseil de fondation, assume toujours la responsabilité de l'accomplissement de toutes les tâches qui sont énumérées à l'article 51 de la LPP. Puis dans cet article 51, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est cette fameuse tâche où il y a la gestion des risques. Et donc aussi de la mise en place et du maintien d'un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution. Donc elle a le mérite, cette directive, de parler de contrôle interne. C'est quand même la première fois en termes de prévoyance professionnelle qu'on parle de contrôle interne dans une directive. Et elle a aussi le mérite de dire, oui, il vous faut l'adapter à la taille et à la complexité de votre institution. Ça ne sert à rien de mettre une équipe de 10 personnes si en fin de compte vous avez 2 risques à suivre, qui sont d'une part les objectifs de vos placements et d'autre part vos engagements à long terme, puisque c'est en gros 2 risques que vous avez dans une caisse. Donc au niveau du passif, de l'actif et du passif. Et puis, ce qu'elle a encore je trouve, de plus méritant, cette directive, c'est qu'elle donne, en fin de compte, parce que j'ai souvent eu la question, mais ça veut dire quoi un contrôle interne adapté? Qu'est-ce que c'est un contrôle interne? Et bien là, elle va vous donner, en fait, les exigences pour qu'un organe de révision, puisque c'est l'organe de révision qui va venir contrôler ça, puisse attester que vous respectez bien ce principe-là. Et elle dit, pour que votre contrôle interne
existe, enfin, il doit être existant et dûment documenté. Et alors, c'est très important, le terme documentation. Donc, ça, c'est un principe qu'on a en audit interne ou en audit externe, enfin, tous les auditeurs, c'est que si vous n'arrivez pas à démontrer que vous avez fait un contrôle, eh ben, l'auditeur, il ne va pas pouvoir vous le valider. Ça, c'est d'office. Donc, vous pouvez bien lui dire, oui, on est en train de faire, on fait ça, mais si ce n'est pas documenté, il n'y a personne qui va pouvoir vous attester que c'est OK. Donc, documenter, ça veut dire que vous devez apporter la preuve que ça existe réellement. Si vous dites que vous signez à deux, justement, un document, bah, vous devez quand même dire, bah oui, regardez, c'est vraiment. Donc, vous devez vraiment démontrer. Le contrôle interne correspond à la taille et à la complexité de l'institution, ça j'ai dit avant, ça c'est très important aussi. Les collaborateurs connaissent ce contrôle interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire des formations en fait, à vos collaborateurs. Puis vous devez leur expliquer qu'est-ce que le système de contrôle interne, à quoi ça sert, comment il est organisé. Et ça aussi de manière ponctuelle, hein. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois. Donc nous, chez Retraite Populaire par exemple, on fait à tous les employés qui commencent en fait, des ateliers sur la gestion des risques, le système de contrôle interne, mais on fait ça de manière aussi récurrente. On doit pouvoir aussi démontrer que le contrôle interne est appliqué, donc qu'il existe, et qu'il y a une culture du contrôle qui existe au sein de l'institution. Cette culture du contrôle, c'est un peu comme la gestion des risques. Pour moi, elle part beaucoup, c'est deux approches, on peut avoir le top-down et bottom-up, mais ça part beaucoup de, si votre conseil de fondation, il fait un focus dessus, il a bien compris son rôle et il va diffuser l'information, ça va marcher beaucoup mieux, ça va mieux marcher que si ça vient d'en bas. Donc, il faut que le conseil de fondation soit vraiment conscient de cette approche et de ses responsabilités pour qu'il puisse diffuser cette culture, au fait, liée à la gestion des risques et au contrôle interne au sein des employés qui travaillent pour le conseil de fondation. Quand je suis arrivée chez Retraite Populaire il y a à peu près 6 ans, la gestion des risques existait, le contrôle interne était effectivement déjà présent, mais j'ai pu refaire un petit peu toute la politique de gestion des risques et j'ai eu l'appui au fait pour faire mon job, et ça s'est très bien passé, c'est que j'avais l'appui du conseil d'administration et de la direction. Sans ces deux appuis-là, je n'aurais pas pu faire passer les messages aussi rapidement possible. Ça n'aurait pas été possible. Après, oui, vous avez les gens qui sont au quotidien avec les opérations qui vont vous transmettre des infos et qui vont faire remonter justement toutes ces infos au niveau du contrôle interne. Et là aussi, il y a cette approche qui est bottom-up qui va se mettre en place. Mais il faut vraiment une bonne impulsion de votre conseil de fondation par rapport à ces deux aspects-là. Veiller à la gouvernance et au système de contrôle interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un gérant de caisse de pension? Donc, c'est mettre en œuvre ce système de contrôle interne de manière efficace et durable. On ne va pas le changer toutes les années. On ne va pas dire, ah oui, mais alors l'année dernière je faisais ce contrôle, mais cette année j'en fais un autre. Donc il faut quand même qu'il y ait sur la durabilité, il faut quand même qu'on voie et qu'on comprenne en fait comment il fonctionne. Ces gérants utilisent le système de contrôle interne pour évaluer les actions nécessaires et proposent des nouvelles prescriptions. Ça veut dire qu'ils vont dire, bah voilà, je mets en place des contrôles dans le processus, par exemple liés à l'acquisition de nouveaux affiliés. Eh ben, pourquoi je mets en place ces mesures de contrôle? C'est pour réduire un risque, ça aussi. Il faut que les gens comprennent que si on met en place des contrôles, ce n'est pas pour pour les embêter plus qu'autre chose, parce qu'il n'y a personne qui a envie de faire des contrôles toute la journée. C'est parce qu'en fait, on a estimé qu'il y avait un risque important derrière et que cette mesure de contrôle permet de réduire le risque. Et ça, c'est très important aussi que les gens comprennent cet élément-là. Parce que beaucoup de fois, et je pense que vous l'avez peut-être aussi déjà vécu, les gens, ils appuient sur la touche sans vraiment savoir pourquoi ils font le contrôle. Mais il faut vraiment qu'ils prennent conscience que ce n'est pas pour les ennuyer, ce n'est pas pour les embêter. C'est qu'il y a vraiment réellement un risque au fait derrière. Et qu'on a besoin justement des gens. Enfin, le système de contrôle interne, ce n'est pas une personne, ce n'est pas moi au sein de Retraite Populaire, c'est l'ensemble des collaborateurs de Retraite Populaire qui forment le système de contrôle interne. Et c'est eux aussi qui font partie de ce système. Et on a besoin d'eux pour que ça fonctionne. Si je n'ai pas les gens ou les collaborateurs qui font leur job de manière comme ça a été décrit, ça ne fonctionnera pas en fait. Je n'aurai pas les bonnes informations qui vont remonter. On parle encore une fois de la documentation, très important. Alors, on le verra tout à l'heure. Chez Retraite Populaire, on utilise un outil qui nous a bien, on va dire, sauvé beaucoup d'heures en termes d'administratif. Parce que quand vous avez 8 ans de risque, 350 personnes,
Imaginez-vous qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille sur les mêmes fichiers en même temps. Donc quand vous êtes sur Excel puis que vous avez tous ces fichiers qui arrivent, c'est plus facile quand on a un outil puis qu'on va directement dans l'outil. Mais c'est l'outil qui va nous permettre de démontrer la documentation des contrôles, puisqu'en fait les gens se connectent sur l'outil et vont dire s'ils ont fait le contrôle, quel est le résultat. Donc chez nous, c'est ça qui nous permet de faire la documentation. Et puis, les gérants de caisse de pension gèrent les risques évidemment de manière efficace et systématique. Et puis, ça veut dire quoi aussi par rapport à la gestion des risques? Ça veut dire que potentiellement tous les jours, il peut y avoir des nouveaux risques qui arrivent. Hein. Bon, on l'a vu avec la pandémie. Hein. Alors, le risque de pandémie, il était présent dans certaines cartographies de risques, c'est sûr. Par contre, il était dans une zone très basse. Et puis, personne n'aurait pensé qu'un jour du mois de mars de 2020, il serait sauté dans la zone rouge. Par contre, on l'a vu. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire changer toute votre cartographie des risques et potentiellement qui va faire changer tout votre paysage au niveau des risques. Donc voilà, une nouvelle législation peut aussi arriver et faire qu'il y a un risque supplémentaire. Il y a même des risques qui peuvent être improbables, que de dire « Ah non, mais on ne verrait jamais ça. » Mais si, par exemple, chez nous, c'est marrant parce qu'on avait fait des exercices. On est près du CHUV, hein, ici. Et puis les hélicoptères, des fois, ils passent quand même par-dessus notre immeuble. Puis à un moment donné, il y avait une personne qui disait « Ah ouais, mais il y a quand même le risque, à un moment donné, cet hélicoptère, il potentiellement un crash sur notre immeuble. » Enfin bref. Vous pouvez partir dans des délires incroyables au niveau des risques. Après, c'est juste avoir la bonne réflexion. Est-ce que ça concerne un de nos objectifs stratégiques? Oui, non. Puis vous éliminez. Sinon, vous pouvez partir quand même sur des délires qui sont assez incroyables. Donc, en tant que délégataire, Retraite Populaire exécute évidemment les opérations, supervise et met en œuvre la gestion des risques et rapporte au Conseil des institutions en gérance. Alors, les caisses de pension qui nous ont donné à gérer leurs caisses de pension, ils ne nous ont pas donné la responsabilité de la gestion des risques, puisque je vous ai dit qu'au début, c'était une des tâches qui était inaliénable. Par contre, ce qu'on va faire pour elles, c'est qu'on va leur préparer, en fait, la revue annuelle des risques. Dans cette revue annuelle des risques, évidemment, c'est la caisse, c'est les membres du conseil qui vont driver, qui vont amener les éléments. On va lui présenter voilà, les risques de la caisse. Est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, non. Une caisse de pension, comme j'ai dit avant, elle a deux gros risques majeurs qui sont, un, liés au placement. Donc, elle doit avoir un rendement sur ses placements minimum. Et le deuxième risque majeur qu'elle a, c'est qu'elle doit tenir à long terme ses engagements. Donc, elle doit pouvoir payer ses rentes à long terme. Ces deux risques-là, ils sont communs à l'ensemble de nos caisses. Et puis, nous, on a développé un petit outil, une méthode pour les calculer en fonction des critères actuariels qui me sont donnés par l'actuariat. Bonjour. Et voilà ce qu'on fait pour eux. Et puis, ce qu'on fait également pour eux, c'est que donc on va, une fois par année, présenter les risques. On leur demande, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette évaluation? Vous avez d'autres risques? Et on va documenter tout ça. Donc, ça va permettre de la faire documentation. Puis, ce qu'on va leur donner aussi, c'est qu'on va leur mettre à disposition ce fameux rapport ISAE 3402 qui va attester au fait que les contrôles qu'on a dit qu'on allait faire chez Retraite Populaire sont réellement faits, existent et sont réellement faits. Et s'il y a des déviations, ça se trouve dans le rapport. Et ça, c'est très important, ce rapport, parce qu'en fin de compte, ça va vous faire gagner du temps et de l'argent en tant que membre de conseil de fondation, parce que vos auditeurs à vous, en fait, les auditeurs de la caisse de fondation, ne vont pas passer plus de temps en fait, à refaire les mêmes contrôles qu'on a déjà fait. Et ça, c'est vraiment un gain incroyable, parce qu'en fin de compte, le travail n'est pas fait à double. Et puis, il y a quand même une valeur derrière. C'est une certification qui est reconnue, en fait. Donc, ça a vraiment une réelle valeur. Et nous, on passe, chez Retraite Populaire, nos auditeurs, ils passent 3 semaines quand même dans l'année à revoir l'ensemble des contrôles clés. Alors, je vais faire une distinction, ils revoient les contrôles clés. De ces 80 risques, il y a passé 200 contrôles qui sont derrière. Au niveau des contrôles clés, il y en a 50 à peu près. Qui concernent la gestion administrative, qui concernent les placements, l'immobilier et les activités de support. Donc c'est vraiment, on arrose tous les processus de l'entreprise. Une caisse de pension chez nous, on a organisé sa gouvernance sur plusieurs niveaux. Donc elle a, comme j'ai dit, le conseil d'administration, le conseil de fondation, qui est l'organe suprême, qui lui est responsable
de la gestion des risques qui a délégué l'opérationnel au travers d'un contrat de prestation à Retraite Populaire. Puis Retraite Populaire fait toutes les opérations faites pour la caisse, si vous êtes en délégation complète. En plus de ça, donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, elle a un organe de révision externe, propre à la caisse, qui n'est pas le même, normalement, que Retraite Populaire. Elle a un expert en prévoyance professionnelle, et puis en dernier lieu, elle a l'autorité de surveillance. Tous ces gens, en fait, vont venir contrôler que tout ça fonctionne. Donc c'est des niveaux de contrôle supplémentaires. Retraite Populaire Gérant, donc, va fournir à l'organe de révision externe ce fameux rapport ISAE 3402 pour lui dire, ben voilà, la caisse de pension, elle est gérée correctement, elle a tous ses contrôles. Et là, c'est là où je vous ai dit, ça va faire gagner énormément de temps en fait, à l'organe de révision. On a eu souvent aussi les échos. C'est un travail très en profondeur qu'on fait chez Retraite Populaire parce qu'on a les processus, on a les personnes, on a les activités, donc on peut y aller plus profondément. Que si l'organe de révision devait faire ça tout seul pour la caisse de fondation, ben, il ne ferait pas aussi de manière aussi profonde. Donc ça va encore plus amener de confort, en fait, si on veut, à l'organe de révision. Donc comme j'ai dit avant, chaque caisse de pension qu'on gère, ben, elle va définir son profil de risque. Et son conseil d'administration ou de fondation va procéder donc régulièrement, donc chez nous c'est une fois par année. Ah, ça pourrait être plus, si par exemple on a des modifications qui vont impacter la caisse, qui mérite au fait le besoin de refaire une revue annuelle, ben, on va refaire la revue plus souvent qu'une fois par année. Et puis on va demander aux caisses de décrire les objectifs en matière de risque. Donc, si je prends l'exemple de garantir l'équilibre à long terme, donc ça c'est mon objectif en matière de risque, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est que je vérifie le respect du plan de financement avec l'expert, ça c'est un exemple. L'autorité de surveillance, je contrôle l'adéquation de la politique de placement en tenant compte des engagements et des risques. Je poursuis une politique de provisionnement pour changement du taux technique. Ça, c'est un exemple qu'on avait avec une de nos caisses. Donc, chaque caisse va décrire. Alors, ce n'est pas des listes à rallonge où il y en a... c'est vraiment quelque chose qui est digeste et facilement en fait, compréhensible par le conseil de fondation. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de faire transmettre le message correctement. Et puis après, au fait, notre gestion des risques, elle est basée sur cette pyramide. Pour toutes les caisses, c'est la même chose, on n'a pas des différences. Là aussi, on va gagner du temps si tout le monde en fait la même chose. Mais en somme toute, on peut vraiment l'appliquer pour tout le monde. On a les risques stratégiques. Donc, comme j'ai dit avant, la stratégie de la caisse de fondation, c'est quoi? On va lui dire, c'est quoi mes objectifs stratégiques? Je vous ai mis les deux objectifs stratégiques qu'on a toujours sur les caisses. Donc, garantir l'équilibre financier à long terme, mettre en œuvre la stratégie de placement pour atteindre cette performance minimum. Ensuite, on a la couche bleue qui va dire, ben voilà, j'ai défini ma stratégie, mes objectifs stratégiques, mais en fin de compte, c'est quoi les paramètres qui vont pouvoir impacter ces objectifs? Donc, on sait que le degré de couverture par rapport au chemin de capitalisation, si vous êtes une caisse qui est sur un chemin de capitalisation, ben, ça a un impact. Le niveau de la réserve de fluctuation de valeur, ça a un impact. Les provisions techniques, ça a un impact. Et le résultat technique, ça a un impact. C'est ce que je vous disais avant. Nous, on a fait un petit modèle où on a 4 critères qui nous permettent d'évaluer ces deux risques principaux. Et puis, on a évidemment toute cette couche qui est d'ailleurs même la plus importante, c'est la gestion de tous les risques opérationnels. Parce que quand vous avez un nouvel affilié dans une caisse, il arrive. Par exemple, si je prends le processus d'affiliation, il y a tout un processus au fait, qu'on va mettre en place avec des contrôles qu'on va mettre en place. Et tous ces contrôles-là, en fait, que peut-être en tant que membre de conseil de fondation, vous ne voyez pas, mais c'est des processus qui sont décrits en fait, chez Retraite Populaire. Ils sont faits de manière méthodique, systématique. Et pourquoi on le fait de cette manière? Parce qu'on aimerait aussi capter quand il y a un problème, pour que ça nous remonte. Et tous ces risques opérationnels, toute cette gestion, elle est pilotée au travers d'un processus de gestion des risques, là aussi qui est toujours le même, c'est l'identification, l'évaluation, la maîtrise et le contrôle. Et ça, c'est toujours, en fait, on va toujours faire la même chose pour toutes les caisses. Donc la première étape, c'est identifier les risques. Donc, identification des risques qui vise à établir une liste de tous les risques potentiels pour la caisse. Donc, je vous ai dit, restons raisonnables dans cette liste. Et puis, on va définir les risques stratégiques, les risques opérationnels, financiers de conformité, parce que nous, chez Retraite Populaire, on a défini les risques avec ces 4 types.
Le conseil de fondation, il va principalement s'occuper des risques stratégiques, on est d'accord. Par contre, il aura une vue également sur tous les autres risques. On va faire l'évaluation des risques, donc ça c'est l'étape 2. Ça permet, en fait, si on veut, d'attribuer une notation au risque. En gros, ça permet de dire « Ah oui, mon risque, il est dans une zone jaune, dans une zone rouge, dans une zone verte. » Les risques qui sont dans une zone verte, ils vivent leur vie, en gros. Hein. On ne va pas s'en inquiéter. Et puis, dès qu'ils arrivent dans cette zone rouge ou jaune, eh ben, on va commencer à regarder de plus près ce qui se passe réellement. Et dès qu'ils sont dans cette zone rouge, que je vais donner là, eh ben, on va dire « Est-ce qu'on l'accepte qu'il soit là, mon risque ?» Si je l'accepte, oui, en tant que membre de fondation, eh ben, je laisse vivre, enfin, je vais mettre en place des mesures, mais je sais qu'on ne va pas pouvoir le descendre. Ou alors, non, je n'accepte pas qu'il y ait un risque là, donc je mets en place toutes les mesures nécessaires pour pouvoir redescendre mon risque dans une zone acceptable. Et c'est comme ça qu'on lit, au fait, cette grille. Toutes les caisses ont une grille comme ça, une cartographie, on appelle ça une cartographie des risques ou une heat map en anglais. Ça, c'est celle qu'on utilise nous, retraite populaire, mais également toutes les caisses sous gérance. On a cette même grille. Donc c'est une 4 niveaux sur 4 au niveau de l'impact et de la probabilité. C'est une manière très standard de faire de la gestion des risques. On pourrait avoir 5, 6, enfin, vous pouvez vous organiser de la manière que vous voulez. Ce qui compte dans cette grille, c'est qu'une fois qu'on vous expose vos risques sur cette grille, c'est de dire, ben voilà, mes risques sont positionnés là, je les ai validés, je les accepte, et je sais qu'ils sont comme ça. Vous pouvez vous imaginer quand même que chez Retraite Populaire, institution quand même publique, hein, enfin liée au public, on n'a pas une appétence au risque très très importante. On n'est pas une start-up, nos risques ne sont pas dans la zone rouge. Nos risques sont plutôt dans le vert jaune. D'ailleurs, on a comme information, donc dès qu'un risque devient grave, hein, donc dans cette zone rouge, on doit en informer directement le conseil d'administration et on met en place des mesures directement en fait. Alors peut-être vous allez me parler des cyber-risques, c'est l'actualité actuelle, enfin, qu'on n'arrête pas d'en parler tout le temps. Alors les cyber-risques, ils existaient depuis longtemps hein, dans notre cartographie, mais ils sont en train de venir là en fait. Donc on met en place énormément de mesures. Entre autres, on a fait tout un audit de tous nos systèmes qui ont donné lieu à un certain nombre de recommandations. On a changé de l'organisation aussi de la sécurité informatique pour justement faire redescendre l'impact. La probabilité du risque cyber, on ne peut pas tellement la maîtriser, hein, parce que vous savez que vous prenez le journal tous les jours, vous avez des gens qui se font attaquer. Donc c'est plutôt au niveau de l'impact qu'on aimerait pouvoir maîtriser le risque. Donc voilà, la maîtrise du risque. Donc une fois qu'on a fait notre évaluation, on va maîtriser. Donc maîtriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros mettre des contrôles. Des contrôles qui permettent de maîtriser. Et puis, ces contrôles, ils peuvent réduire le risque, mais on peut aussi avoir des stratégies différentes. On peut transférer en fait un risque, c'est-à-dire qu'on va dire, bah, moi je transfère à une assurance par exemple le risque. Ça c'est aussi une option possible quand vous avez identifié un risque. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est exploiter le risque et accepter le risque. Ça aussi, hein, c'est ce que j'ai dit avant. Si vous avez un risque rouge, mais vous êtes tout à fait OK avec celui-là, bah, vous l'acceptez, puis vous savez que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous entendez par exploiter le risque? Ça veut dire qu'il devient une opportunité pour l'entreprise. Ça, c'est là où vous avez... alors là, vous gagnez tout le monde si vous faites ça. Non, mais en fait, vous le mettez de votre côté. Puis voilà, vous dites, c'est une particularité, mais je l'exploite en tant qu'opportunité pour mon business. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces mesures, évidemment, il va falloir que des gens contrôlent pour s'assurer que tout ça fonctionne. Donc, ce que j'ai dit, c'est surveiller, piloter le processus. Donc, c'est beaucoup de reporting, la revue annuelle, mais on essaye que ça soit le plus, comme j'ai dit avant, digeste, mais le plus facilement exploitable, en fait, pour les gens. Et que ça soit quelque chose de concret, au fait, pour les gens. Que ça ne soit pas un document supplémentaire en plus. Mais vraiment que les gens puissent vivre, hein, si on veut, cette gestion des risques. Et nous, on utilise, alors, je vous ai dit avant, un outil qui s'appelle Smart Cockpit. Alors, il y en a plusieurs hein, sur le marché qui existent. On avait choisi Smart Cockpit. Et comme je vous ai dit avant, ça nous a grandement amélioré le temps qu'on passait avant au niveau administratif. Parce qu'avant, on avait des fichiers Excel. On mettait à jour nos fichiers Excel. Donc, imaginez-vous que pour faire le reporting, il fallait tout compiler les infos. Donc ça prenait quand même beaucoup de temps. Maintenant, on a la chance d'avoir cet outil. Et puis cet outil, il ne fait pas que de la gestion des risques. Il a aussi comme avantage, c'est qu'on a mis en place des indicateurs
Et ça se veut être en fait un tableau de bord prospectif, si on veut, pour le conseil et la direction. Donc voilà, l'ISAE 3402, donc ça c'est ce fameux rapport. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que nous on est en type 2, ça veut dire qu'on a un rapport qui démontre que le contrat interne existe et qui atteste qu'il fonctionne comme il a été décrit. Donc une fois par année, nos auditeurs à nous, alors on aurait pu choisir un autre auditeur que notre organe de révision, mais nous on a choisi que c'était aussi Ernst & Young qui faisait notre ISAE 3402. Donc viennent sur place, j'ai dit 3 semaines, et puis vont regarder que tous ces contrôles qu'on a décrits, contrôles clés, fonctionnent. Évidemment, ils vont prendre les contrôles qui vont impacter toutes les caisses, hein, donc ils ne vont pas faire que les contrôles retraite populaire. Puis après, ils vont nous émettre un rapport. Et ce rapport, il est donné en fait à l'organe de révision des caisses sous gérance. C'est une reconnaissance internationale. Ça évite ces fameux multiples audits. Et ça, c'est très très important parce que c'est aussi des coûts. Hein. Donc, dès que vous faites un audit, c'est des coûts qui sont réalisés par les clients du fait de son analyse multidimensionnelle. Ça donne une meilleure image par rapport aux concurrents. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant dans le cadre de la démarche. Hein. Nous, comme j'ai dit avant, on est 350. On a une taille qui nous permet de faire cet exercice et qui nous permet au fait aussi de pouvoir l'adapter au fait à toutes nos caisses. Si vous êtes peu, c'est clair que faire un tel exercice, c'est un coût important. Pour Retraite Populaire, le coût de l'émission de cette attestation, c'est 80 000 francs quand même hein, par année pour venir auditer 50 contrôles clés. Hein. Donc c'est un coût. Donc ces 80 000 francs, c'est d'autant plus que vous pouvez économiser auprès de vos auditeurs et de votre organe de révision pour pas qu'ils fassent les contrôles à double. Et puis, évidemment, qu'il y a un confort apporté au mandant parce que vous avez le détail du résultat des contrôles, avec ou sans déviation significative ou pas. Il y a une attestation réellement des auditeurs. Hein. C'est un document assez conséquent, vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, où il y a on va dire des conclusions. Donc ce rapport est utilisé pour confirmer la qualité des services offerts par Retraite Populaire à ses partenaires. Il garantira également que les tâches qui sont déléguées sont soumises à un système de contrôle interne qui répond pleinement aux exigences légales. Donc si on revient avant par rapport à notre directive de la CHS, vous n'avez plus grand-chose à faire si vous avez déjà votre rapport ISAE 3402 qui vous atteste de votre système de contrôle interne. Donc si on veut Profelia, Retraite Populaire, Fondation de Prévoyance, on n'a pas grand-chose à faire pour cette année. Cette année, ce sera la première année qu'ils vont venir attester les auditeurs cette directive de la CHS. Donc on n'a plus rien à faire puisqu'en fin de compte, on a déjà tout décrit. C'est produit par Ernst & Young, comme j'ai dit. Ça confirme l'existence de ces différentes procédures et de leur application en matière de contrôle interne. Et puis, on distribue donc aux organes de révision institués par nos caisses sous gérance. En fonction, s'ils sont gérés en totalité et partiellement, ça aussi. Le rapport, il est distinct parce qu'on l'a séparé en 4 parties. Donc, on a les contrôles liés à la gestion administrative, les contrôles liés à la gestion des placements, les contrôles liés à l'immobilier, puis les contrôles liés aux activités de support. Et en fonction que la caisse nous ait délégué la gestion administrative, on va pouvoir donner la partie liée à la gestion administrative. On l'a fait exprès pour que justement il puisse être aussi utilisé pour les caisses qui ne nous ont pas donné la gestion totale de leur caisse. Donc voilà. Moi, j'en ai fini. Et évidemment que je reste à dispo si vous avez des questions, si vous voulez voir comment fonctionne l'outil.